Ouverture. Dans l'abîme à 3800 mètres, 12 500 pieds, sous la surface, les lumières du drone perçant un étroit cône à travers l'obscurité absolue. La vase dérive comme de la neige dans le faisceau. Puis, l'intérieur surgit du néant, des silhouettes de ferronnerie là où un grand escalier s'élevait autrefois. Du tissu suspendu dans le courant comme si quelqu'un venait de le lâcher. Et là, à moitié enfoui dans les sédiments, une poupée en porcelaine d'enfant fixant le noir de ses yeux peints. Ce n'est pas de l'exploration, c'est une intrusion. Pour la première fois, un drone sous-marin avancé s'est glissé à l'intérieur de l'épave du Titanic, capturant des images si intimes, si obsédantes, qu'elles ont laissé des explorateurs aguerris sans voix. Mais alors que les caméras s'enfonçaient plus profondément dans des pièces que personne n'avait vues depuis plus d'un siècle, une question a refait surface avec les sédiments. Avons-nous honoré une tombe ou sommes-nous entrés par effraction pour le savoir ? Chapitre 1. Descente dans les ténèbres. La descente commence dans le silence. Le drone se sépare de sa structure de déploiement et les lumières s'allument, découpant de la géométrie dans le chaos. À cette profondeur, la pression pèse environ 380 atmosphères, suffisamment pour broyer les os, effondrer les poumons, transformer l'acier en feuilles froissées. L'eau est proche du point de congélation. Aucune lumière ne pénètre d'en haut. Le drone avance, ses propulseurs bourdonnant faiblement, et l'épave se matérialise comme quelque chose d'invoqué plutôt que de trouvé. La brèche dans la coque apparaît en premier. Une blessure déchiquetée où le métal s'est replié comme de la peau. Le drone s'y faufile, les faisceaux LED balayant les poutres tordues et les plaques effondrées. À l'intérieur, les couloirs se rétrécissent. Les murs penchent envers l'intérieur, déformés par un siècle de pression et de décomposition. C'est là que la claustrophobie commence. Le drone est petit, très maniable, construit spécifiquement pour des espaces comme celui-ci, mais même ainsi, chaque virage ressemble à enfiler une aiguille dans le noir. Une collision pourrait endommager l'épave. Un mauvais angle pourrait accrocher le câble. La pilote, observant depuis une station de contrôle à des kilomètres au-dessus à la surface, retient son souffle alors qu'une alarme de proximité clignote en orange. Elle pousse doucement le joystick vers la gauche. Le drone glisse devant un cadre de porte déformé en ovale, aux bords métalliques tranchants comme des lames. Chapitre 2. Ce qui survit à un siècle. Qu'est-ce qui survit à un siècle d'obscurité ? Plus que quiconque ne l'imaginait. L'eau froide et l'absence d'oxygène ont préservé des matières organiques qui auraient dû pourrir, il y a des décennies. Des meubles en bois sont renversés mais reconnaissables. Des vêtements sont drapés sur des chaises, décolorés mais intacts. Une valise en cuir repose dans un couloir, ses fermoirs en laiton encore fermés. Dans une pièce, la caméra du drone capture du tissu suspendu à ce qui aurait pu être une tringle à rideau. Il dérive dans le courant, lent et fantomatique, comme si la pièce venait d'expirer. La zone du grand escalier vient ensuite, et même en ruine, elle impose le respect. La structure majestueuse qui définissait autrefois le luxe de première classe a pratiquement disparu. Le bois consumé par le temps et les microbes. Mais les rampes en fer demeurent, des contours squelettiques traçant la montée et la descente de marches qui n'existent plus. Des ornements métalliques décoratifs s'accrochent encore au mur, des motifs complexes, ternis par la rouille, mais indéniables. Les lumières du drone balaient vers le haut, et pendant un instant, on peut presque voir ce que c'était. Opulent, ambitieux, à couper le souffle. Puis la lumière se déplace, et ce n'est plus que fer et ténèbres. Silence. Vase. Un escalier qui n'existe plus. Chapitre 3. Des pièces que personne n'a vues. Le drone s'enfonce plus profondément, dans des pièces qu'aucune expédition précédente n'avait atteintes. Ces espaces sont restés plongés dans le noir depuis que le navire a coulé en 1912. Certains sont étonnamment intacts, des murs encore debout, des encadrements de portes reconnaissables. D'autres se sont complètement effondrés, réduits à des tas de débris que le drone doit contourner avec précaution. Les caméras capturent tout en ultra haute définition. La texture du métal corrodé, l'éclat du verre brisé, la fine couche de sédiments recouvrant chaque surface comme de la cendre. Des caméras stéréo et des scanners laser fonctionnent simultanément, construisant une carte tridimensionnelle de l'intérieur en temps réel. À la surface, des spécialistes de l'imagerie observent le modèle numérique s'agrandir, pièce par pièce, couloir par couloir. À la fin de la mission,
Le scan assemble une piste intérieure continue de 120 mètres à travers des sections qu'aucune équipe n'avait pu visualiser en sécurité auparavant, révélant une cloison partielle encore debout là où les plans prévoyaient un effondrement. Et un couloir de service désormais prouvé comme est là, ayant canalisé les débris pendant les dernières minutes. Quand la lumière revient dans une pièce comme celle-ci, qu'est-ce qui s'éveille avec elle? Pas des fantômes, mais la mémoire. Dans une chambre, le drone trouve une pile de bagages empilés contre un mur. Des valises aux étiquettes décolorées. Une boîte à chapeau écrasée. Ils n'étaient pas rangés ici à l'origine. Ils ont été emportés ici par le déferlement de l'eau, alors que le navire se remplissait, porté par les courants à travers. Des couloirs où les passagers marchaient autrefois. On peut presque retracer leur parcours. La bousculade frénétique, les choix impossibles, le moment où quelqu'un a décidé quoi emporter et quoi laisser derrière. Près d'un seuil de garde-manger, les lasers détectent un motif estompé de marques de talons préservées dans la vase. 3 pas et un virage, puis la trace disparaît là où le plancher s'est arraché. Chapitre 4. La machine dans le labyrinthe. Le drone est une merveille d'ingénierie. Mais ici, c'est aussi quelque chose de fragile. Construit en titane et en matériaux renforcés, son cadre central résiste à la pression écrasante. Mais ses boîtiers de caméra, en acrylique épais et verre renforcé, doivent être impeccables. Un seul défaut, une fissure microscopique, et l'eau de mer trouverait son chemin. Les joints à chaque connexion, chaque point de raccord, sont conçus avec une précision mesurée en microns. Les lumières LED sont calibrées avec soin, assez brillantes pour illuminer l'épave, mais pas si intenses que la rétrodiffusion des particules en suspension obscurcissent la vue. Les pilotes ont appris à travailler avec les ombres, utilisant le contraste et les angles pour voir ce que la lumière directe effacerait. Manœuvrer à l'intérieur de l'épave est un labyrinthe à haut risque. L'intérieur du Titanic est instable, des sections suspendues de façon précaire, d'autres effondrées en métal enchevêtré. Le drone doit se faufiler à travers des ouvertures parfois larges de quelques dizaines de centimètres seulement, évitant les bords tranchants et les débris. Les drones sous-marins traditionnels sont construits pour l'exploration en eau libre, grand, robuste, mais pas agile. Celui-ci est différent, plus petit, plus léger, équipé de propulseurs positionnés pour permettre un mouvement dans n'importe quelle direction, vers le haut, vers le bas, latéralement, même en vol. Stationnaire, immobile, sur place. La pilote le contrôle à distance, regardant des flux vidéo en temps réel et des données de capteurs transmises par un câble, reliant le drone au navire en surface. Le câble fournit l'alimentation, éliminant le besoin d'une capacité de batterie limitée et permettant des temps de plongée prolongés. Il transmet la vidéo et la télémétrie instantanément. Mais dans les espaces confinés, c'est aussi un risque. Le câble peut s'accrocher à du métal saillant ou être tiré par des courants invisibles. Dans un moment tendu capturé dans les journaux de mission, le drone tourne un coin et le courant change, poussant le câble vers une grille rouillée hérissée de bords déchiquetés. La pilote voit cela se produire sur le moniteur. Le câble dérivant plus près, la tension augmentant. Elle ajuste les propulseurs, poussant le drone juste assez vers l'avant pour créer du mou. Le câble flotte au loin. La grille recule dans l'ombre. Crise évitée. Des outils de navigation assistés par IA aident à empêcher ces moments de devenir des catastrophes. Des capteurs de proximité détectent les murs et les obstacles, stabilisant automatiquement le drone s'il dérive trop près. L'IA ne remplace pas le jugement de la pilote. Elle l'améliore, agissant comme un ensemble de réflexes supplémentaires dans un environnement où les temps de réaction humains ne sont pas assez rapides. Cette collaboration entre l'intuition humaine et la précision de la machine est ce qui rend l'exploration intérieure possible. Chapitre 5. La forme dans les ombres. Puis les caméras capturent quelque chose qui arrête tout le monde. Dans une pièce profondément enfouie dans l'épave, partiellement obscurcie par des débris, il y a une forme, de taille humaine, de configuration humaine. Cela pourrait être des restes. Cela pourrait être une collection de matériaux arrangés par hasard en une forme qui ressemble seulement à un corps. La résolution n'est pas assez élevée pour en être certain, et l'équipe fait le choix délibéré de ne pas enquêter davantage. C'est là que l'exploration frôle quelque chose d'entièrement différent. Chapitre 6. Un cimetière, pas seulement une épave. Le Titanic n'est pas seulement une épave, c'est un cimetière.
plus de 1500 personnes ont perdu la vie quand le navire a coulé le 14 avril 1912. Beaucoup d'entre elles sont encore ici, leurs corps depuis longtemps réclamés par l'océan, mais leur présence indéniable. Chaque pièce, chaque couloir, chaque objet éparpillé est un rappel de vie interrompue. L'équipe derrière la mission du drone comprenait cela dès le début. Avant la première plongée, ils ont passé des heures à débattre d'éthique. Combien devrait-il déranger ? Qu'est-ce qui devrait être partagé publiquement ? Comment équilibrer la valeur scientifique de la documentation avec le poids moral de perturber une fosse commune ? La décision concernant la forme humaine ambiguë a été particulièrement déchirante. Certains ont argumenté que de telles images, traitées avec respect, rappellent au monde le coût humain derrière l'histoire, qu'elles empêchent le Titanic de devenir juste un spectacle. D'autres estimaient que montrer de telles images, peu importe à quel point elles étaient soigneusement cadrées, franchissait une ligne vers l'exploitation. Finalement, ils ont choisi la retenue. Seules des images fixes, sélectionnées, ont été publiées, accompagnées d'un contexte soulignant le respect et le souvenir. Ils ont archivé la séquence complète sous accès restreint, noté ses coordonnées pour une surveillance future et émis une seule phrase dans le communiqué. Nous avons documenté, nous n'avons pas dérangé. Pas de sensationnalisme, pas de spéculation, juste la reconnaissance que cet endroit contient plus que du métal et du bois. Cette tension entre découverte et intrusion définit chaque expédition du Titanic. L'épave se trouve dans les eaux internationales, ce qui complique les questions de propriété et d'autorité. Qui décide ce qu'il est approprié d'explorer ? Quels artefacts, le cas échéant, devraient être récupérés ? Comment honorons-nous la mémoire de ceux qui sont morts tout en faisant avancer notre compréhension du désastre ? Ce ne sont pas des questions philosophiques abstraites. Elles façonnent chaque plan de plongée, chaque angle de caméra, chaque image diffusée au public. Pour les familles, des victimes et des survivants, l'épave est profondément personnelle. Voir des images de l'intérieur du navire, des faits personnels encore éparpillés là où ils sont tombés, peut être à la fois une connexion avec des ancêtres perdus et un rappel douloureux d'un deuil qui traverse les générations. Une petite fille, d'un steward, a écrit à l'équipe « Voir son monde fait mal, et d'une certaine façon, cela aide. » Une autre réponse disait simplement « S'il vous plaît, laissez-les tranquilles. » Les deux vérités peuvent coexister ici. Certains descendants soutiennent l'exploration comme une forme de souvenir. D'autres trouvent cela profondément inconfortable, considérant toute intrusion comme irrespectueuse. Il n'y a pas de consensus, et peut-être ne devrait-il pas y en avoir. Le Titanic a des significations différentes pour différentes personnes, et naviguer ces significations requiert de l'humilité. Chapitre 7. Ce que les données révèlent. Pourtant, les images offrent aussi quelque chose d'inestimable, la connaissance. Les cartes tridimensionnelles générées par les capteurs du drone permettent aux chercheurs de parcourir virtuellement l'épave, examinant des zones trop fragiles ou dangereuses pour un accès physique. Ces modèles révèlent des détails structurels qui remettent en question des hypothèses de longue date. Des pièces qu'on pensait complètement détruites montrent une intégrité partielle. Des sections qu'on s'attendait à trouver intactes se sont effondrées. Le navire s'est brisé pendant le naufrage de manière plus complexe que les théories précédentes ne le suggéraient. Une simulation mise à jour avec la nouvelle géométrie interne réduit le délai entre l'inondation initiale et la défaillance structurelle sur le pont E de plusieurs minutes. Un petit changement avec de grandes implications sur la façon dont les gens se déplaçaient, et pourquoi certains couloirs ont piégé les débris là où les bagages reposent maintenant. Le drone a trouvé des effets personnels dans des endroits inattendus. Des bagages dans des couloirs loin des cabines de passagers, des bouteilles de vin encore bouchées dans ce qui était probablement une salle à manger, une chaise renversée, mais par ailleurs intacte dans une pièce où les murs s'étaient déformés. Chaque objet raconte un fragment d'histoire. Une valise, portée par quelqu'un en fuite, une bouteille laissée dans le chaos, une chaise où quelqu'un s'est assis, ignorant que dans quelques heures, tout aurait disparu. Ce ne sont pas juste des artefacts, ce sont des échos. L'épave enseigne aussi aux scientifiques la préservation et la décomposition. Les températures froides et les faibles niveaux d'oxygène à cette profondeur ont remarquablement ralenti la décomposition. Mais le Titanic se détériore toujours. Le métal se corrode, les structures s'effondrent.
Des organismes marins colonisent le site, notamment des bactéries mangeuses de fer, qui produisent des rusticles, des formations de rouille ressemblant à des stalactites qui pendent de chaque surface. Les images du drone documentent cette dégradation avec un détail sans précédent, permettant aux conservateurs de suivre quelles zones sont les plus vulnérables et à quelle vitesse l'épave change. C'est une course contre la montre. D'ici quelques décennies, une grande partie du navire pourrait être méconnaissable. Chapitre 8. L'éthique de l'exploration. Cette urgence alimente le débat sur l'intensité que devrait avoir l'exploration. Certains experts soutiennent que parce que l'épave se désintègre naturellement, il y a un impératif moral de tout documenter maintenant, avant que ce ne soit perdu pour toujours. D'autres avertissent que l'exploration elle-même, la présence physique des drones, le dérangement des sédiments, les risques de collision accidentelle, pourraient accélérer la dégradation même que nous essayons d'étudier. C'est un paradoxe. Plus nous essayons de préserver le Titanic par la documentation, plus nous risquons de contribuer à sa destruction. La capacité du drone à accéder aux espaces intérieurs sans contact humain direct représente une avancée dans cet équilibre. Contrairement aux submersibles transportant des personnes, qui sont encombrants et risquent de causer des dommages, le petit ROV peut se faufiler à travers des ouvertures étroites et se retirer rapidement si les structures bougent. Contrairement aux véhicules sous-marins autonomes, qui opèrent indépendamment, le drone câblé permet un jugement humain en temps réel, de sorte que les pilotes peuvent prendre des décisions éthiques et pratiques instantanément. Ce n'est pas une solution parfaite. Aucune exploration n'est vraiment non invasive. Mais c'est le meilleur compromis actuellement disponible. Les images ont ravivé la fascination du public pour le Titanic, mais elles ont aussi approfondi la conversation. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé en 1912. Il s'agit de comment nous, dans le présent, choisissons d'interagir avec les sites de tragédie. Comment nous racontons des histoires qui éduquent sans sensationnaliser. Comment nous honorons les morts tout en poursuivant la connaissance. Le voyage du drone à l'intérieur de l'épave nous force à confronter ces questions directement, d'une manière que les relevés extérieurs ne pouvaient jamais faire. Quelque part dans les archives de la salle de contrôle, il y a un clip qui n'a pas été inclus dans la diffusion publique. Il montre une cabine, les murs encore presque intacts, les sédiments couvrant le sol en une couche lisse. Dans le coin, à peine visible, il y a ce qui ressemble à un jouet d'enfant. Un petit cheval en bois, usé et lisse par le temps. Le spécialiste en imagerie qui l'a vu en premier dans le flux en direct a marqué l'horodatage, puis s'est assis tranquillement un moment avant de passer à l'image suivante. Cette pause, ce moment de reconnaissance que derrière chaque artefact, il y a une personne, une histoire, une vie, c'est la dimension humaine que cette technologie révèle. Non pas par le spectacle, mais par le silence. Conclusion. La question qui demeure. Le Titanic repose dans l'obscurité à 3800 mètres, retournant lentement à l'océan qui l'a réclamé. Les lumières du drone ont balayé des pièces figées dans le temps, illuminant ce qu'un siècle de pression et de froid a à la fois préservé et effacé. L'épave a été découverte en 1985 par l'océanographe Robert Ballard. Et depuis, chaque expédition a révélé une nouvelle couche de l'histoire. Ces dernières images sont extraordinaires, un bond en avant dans la documentation, l'analyse structurelle et la science de la préservation. Mais c'est aussi un miroir, reflétant notre propre relation avec l'histoire, la mémoire et la perte. La lumière s'éteint. Le modèle est sauvegardé. Seul le froid demeure. Comment continuons-nous à apprendre des profondeurs sans prendre plus que ce qui nous est dû ? La question persiste comme la vase dans l'eau, se déposant lentement, attendant une réponse que nous n'avons pas encore trouvée. La technologie existe, la capacité s'élargit à chaque plongée. Mais l'éthique prudente et nécessaire, doit s'élargir avec elle. Ou nous risquons de transformer une tombe en spectacle et le souvenir en divertissement. Avons-nous honoré une tombe ou sommes-nous entrés par effraction pour le savoir ? Peut-être que la réponse est les deux. Le drone est remonté à la surface. L'épave reste en dessous, silencieuse, froide, en attente. Si ces investigations vous importent, ajoutez votre point de vue ci-dessous et rejoignez-nous pour la prochaine descente où la technologie rencontre la mémoire.